Mais qu'est-ce que j'ai bien clapé. Mon Dieu. Oh loulou. Pardon. C'est quand tu veux, Pierre. On va mettre dans le bêtisier. Donc je dois faire un reclap. Oui, fais ce que tu veux maintenant, on est plus à ça. Tu peux reclapper, je peux être couché. Un double clap. Vas-y, clap, Un clap, mini- clap. mini Clap, clap. Clap, clap. Bonjour et bienvenue à notre 6e podcast de Ça vient des RH. Pour ce spécial rentrée, on va dire, on a changé un peu le format et je pense que Claire va peut-être pouvoir nous en dire un peu plus sur le format. Bravo, Pierre. C'est déjà fait la même chose à ta place. Merci. Effectivement, on avait déjà un petit peu fait ce format quand on avait invité Amélie dans notre premier épisode. Et donc là, l'idée, c'est de tirer des questions qu'on s'est posées sur notamment l'actualité RH, mais aussi l'actualité en général, et d'y répondre. Et en tout cas, d'avoir une petite discussion autour de ces thématiques. C'est tout à fait ça, Claire, bravo. Et donc, 3 grandes thématiques qu'on va aborder. Donc, dans chacune des thématiques, on va aborder des questions. Et donc, on va faire du pick and choose. Et on va peut-être commencer directement par toi, Pierre. Par T'es plus proche l'actualité. des questions. Qu'est-ce qui fait l'actualité des RH ? Et c'est qu'est-ce qui fait l'actualité des RH ? D'ailleurs, on se retrouve dans notre super... Oui, qui a été complètement réhabilité parce que pendant un moment, il y a eu quelques dégâts des eaux dont on taira le mot et les photos précédentes. Mais maintenant, vous voyez, c'est tout beau, tout neuf. Ouais. C'était refait complètement. Ça nous avait manqué. Exactement. Attends, j'ai oublié de mettre ça. Ah. On tente vraiment des choses très ambitieuses pour ce 6e épisode. Et du coup, pour cette première question, on va aborder le télétravail. Ah oui. Stop ou encore ? Alors non, stop encore, c'est pour la deuxième partie, mais je sais pas pour C'était vous. sur la Oui, question. mais un petit peu d'adaptabilité, Pierre. Oui, le télétravail. Oui, alors je trouve qu'effectivement, pour moi, ça fait l'actu parce qu'on en parle, je trouve, vraiment beaucoup dans les médias. Je trouve qu'on fait un peu du stop and go. On a des entreprises, enfin, je sais pas ce que vous allez dire, mais qui sont soit très demandeuses, d'autres qui n'en veulent plus, des salariés qui nous disent qu'ils sont de plus en plus en burn-out, pour qui c'est difficile de pouvoir travailler à plusieurs. Alors, je trouve qu'on oscille un peu, c'est pas très clair, il n'y a pas de règle générique. C'est peut-être un peu trop tôt aussi, mais j'ai le sentiment qu'il y a un peu une lassitude aussi de chefs d'entreprise pour qui ça devient compliqué, qu'il ne faut pas le dire, parce qu'on va se dire un peu les choses en off. C'est hyper tabou quand on est RH ou quand on est chef d'entreprise d'avoir des critiques vis-à-vis du télétravail, parce que c'est de bon ton de dire que c'est forcément formidable. Mais peut-être que vous allez avoir un avis totalement divergent. Non, je suis d'accord avec toi parce que ça reste aussi un enjeu dans le recrutement. Pour faire beaucoup de recrutement actuellement, la première question qui arrive avant limite le salaire, c'est déjà est-ce que vous avez une politique de télétravail ? Et si oui, combien de jours ? Donc on sent quand même qu'il y a en tout cas un fort enjeu côté candidat. Le sujet est brûlant aussi de l'autre côté RH ou même côté direction générale. Et on va dire, je te rejoins sur le côté où je pense que c'est flou parce qu'on est passé de presque à aucune notion de télétravail en France avant Covid à une version un peu, je dis pas open bar, mais un peu où il fallait absolument le faire. Et du coup, on est un peu resté sur ce flou de pour l'instant, on va pas forcément faire grand chose. On va laisser ça comme ça. Et puis en disant 2 jours parce que la dernière intervention de l'État, c'était 2 jours par semaine. Du coup, la plupart sont restés à ce niveau-là. Donc, je pense que ça manque beaucoup de structure de la part de peut-être du service RH de proposer en tout cas une charte de télétravail en partenariat aussi avec le CSE, avec les salariés. Son petit quai, elle fait l'amour. Non, mais je suis assez d'accord. Par contre, c'est vrai que même avec une charte de télétravail, parfois, il y a des personnes qui sont parties en région depuis, et donc tu as adapté ta charte de télétravail après ces cas particuliers de personnes qui sont parties ou de personnes qui ont eu ce régime un peu particulier. Je pense notamment aux tech, parce que c'est plus facile, comme tu disais, pour le recrutement, d'attirer ces talents-là. Et du coup, en fait, c'est pas forcément toujours évident non plus de faire respecter ta charte. Donc, je suis d'accord pour le cadre. Moi, ce que je vois aussi, et ce que je trouve assez fou, c'est qu'on a des gens qui ont démarré leur premier job en télétravail et qui n'ont du coup jamais vraiment connu l'entreprise. C'est vrai aussi, oui. Qui viennent vraiment de manière épisodique et qui vont vraiment aimer ce côté un peu, pour moi, d'être reclus à la maison, parce que le travail, c'est aussi un lien social pour moi, et de pouvoir rencontrer ses collègues, ça permet de faire avancer des sujets plus vite, de résoudre des problèmes. Et c'est vrai que là, on se rend compte qu'en fait, il y a des gens qui n'ont pas du tout envie
d'avoir ce rapport au travail en étant en présentiel. Mais c'est ce qui était... Alors, dans l'article que j'avais vu qui était sur Capital, alors après je modère ce que les articles, enfin c'est ce que les sondages on peut un petit peu les orienter, mais il disait que dans les critiques il y a plus de burn-out alors en distanciel qu'en présentiel, donc comme quoi c'était pas, mais voilà, que les salariés considéraient qu'ils étaient plus individualistes, ou en tout cas qu'il y avait plus d'individualisme, et qu'ils étaient plus susceptibles ou plus irascibles dans leur travail, et que les sujets un peu collectifs prenaient un temps infini, et qu'en fait ça marchait pas. Tout ce qui était un peu tâche à soi-même, à gérer au quotidien, ça fonctionnait. Mais dès qu'il s'agissait de mettre plusieurs personnes dans la boucle, le distanciel en fait, n'accélérait pas vraiment les choses, contrairement à l'image que ça pouvait donner. Oui, ça dépend des sujets. Mais... Je pense qu'on a aussi pris l'enjeu du télétravail comme un simple document on va créer une charte et puis ça va faire beau. Et on n'a pas peut-être évalué aussi le fait qu'il fallait peut-être aussi accompagner les managers aussi dans leurs relations à distance avec leurs collaborateurs et aussi en tant que salarié, en fait, comment nous on agit quand on est en télétravail. Je pense que ça manque énormément actuellement en fait d'accompagnement et c'est ce qui fait qu'en fait on a souvent une sorte de dualité entre je déteste le télétravail et je veux absolument en faire et du coup je vais limite pas du tout être très pas limite regardant, mais dès qu'on va me proposer de venir en présentiel, je vais pas être très fan du... Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je vois là actuellement. Je trouve qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont un avis très tranché. Avant, c'était oui, de temps en temps, ça me dérange pas. Il y avait beaucoup plus de nuances. Là, maintenant, on sent ils ont subi quelque chose parce que le fait de pas l'être ou de l'être complètement en télétravail, ça se ressent beaucoup plus. Mais je pense, enfin, en tout cas, à mon avis, c'est un manque d'accompagnement. Ouais, mais je pense que là, je vais faire du oui, quoi. C'est bien de faire un petit peu des deux parce qu'on a aussi beaucoup sollicité les collaborateurs à rester vraiment chez eux lors des différentes crises. Donc là, leur demander de revenir vraiment en full time, c'est comme avant, je pense que c'est un petit peu compliqué. Et en même temps, moi, je trouve que 2-3 jours de présentiel obligatoire, c'est pas complètement fou de se dire que justement les moments avec tes équipes, tu vas les privilégier sur les temps où tu es au bureau et puis faire du distanciel quand tu as besoin de faire des choses plus stratégiques, de réfléchir à... Après, on oublie aussi que tous les métiers ne se prêtent pas forcément au télétravail. Il y a plein de gens qui ne peuvent pas travailler en distanciel. Donc, on est d'accord, ça fait l'actu. Ouais, c'est assez... Alors... tu veux que je... Ouais. D'accord. Enfin, oui. On dit oui, je sais. Alors... Oh là là. Comment abordes-tu l'inflation en période de budget RH ? C'est une très bonne question. Ne me regarde pas, c'est moi qui l'ai posé. Je te dis tout de suite. Alors, c'est assez marrant parce que pour avoir travaillé au Luxembourg, l'inflation était systématiquement et tous les ans valorisée dans les budgets. Ah oui. C'est-à-dire que peu importe... J'ai jamais connu ça. Ouais, il y avait une augmentation de salaire qui était corrélée à l'inflation. Ce qui ne se fait pas du tout en France. Non, pas du tout. Donc, à part les primes qu'on voit fleurir pour justement amoindrir cette inflation-là, nous, on ne le fait vraiment pas, quoi. Et comment, du coup, on réagit à ça ? Je pense qu'on ne réagit pas trop. Ah oui. Moi, ça a le mérite de l'honnêteté, je trouve. Non, mais on ne fait pas d'efforts particuliers parce que ta facture elle est plus élevée ou parce que ton loyer va être plus conséquent par rapport... non, franchement, moi, je pense que peu d'entreprises le font. Nous, quand on regardait, ce qu'on checkait systématiquement, c'était l'inflation, ça c'était vrai. C'est aussi un argument pour les syndicats. Bon, là maintenant ça marcherait moins bien, mais c'était un argument pour dire l'inflation est de 0,5, donc on va pas vous donner grand-chose. Et on regardait ce que faisaient les grosses entreprises. Quand ça nous arrangeait, évidemment, on prenait le taux. Quand ça nous arrangeait moins, on en parlait moins, on va dire. Et j'ai toujours été... Il y a une entreprise qui, elle, avait tendance à vraiment être dans l'augmentation, se posait pas trop de questions, être vraiment au-dessus du marché. C'était des primes, c'était des avantages, c'était des augmentations très en avance de phase. Et une autre, quand on faisait des bonnes années, on limitait. Et quand on faisait des mauvaises années, on limitait. Oui. Et j'ai le sentiment que c'est plus majoritaire comme politique que l'autre entreprise, ou qui était très dans la volonté d'avoir une politique de rémunération très élevée. Moralité sur l'inflation. J'attends de voir les statistiques concrètes. Je ne suis pas convaincu, moi, mais peut-être me trompe, qu'on va vraiment, dans les politiques de rémunération, tenir compte. Je crois malheureusement plus, alors je ne veux pas être dans une mauvaise augure, mais que les entreprises vont avoir tendance à se séparer peut-être de gens un peu plus coûteux, quitte à prendre des gens un peu plus jeunes, quitte à proposer des salaires un peu plus élevés pour eux. Mais en fait, sur ta politique de masse salariale, ça va quand même, pour moi, être très, très contraint. Et je doute parce qu'elle a peur. De toute façon, même, en fait, on est dans une économie tellement court-termiste que
t'as toujours peur, même quand l'année va bien. Moi, je suis avec des patrons dans mon entourage où ça se perd bien une année prochaine. Bah oui, mais dans ces cas-là, donc c'est ça la difficulté, je trouve. Après, on va dire c'est peut-être le côté très social là, qui va parler, mais je pense qu'il faut aussi le prendre en compte. Ça va dépendre aussi après de la taille de l'entreprise. Je pense que des grands groupes ont peut-être une faculté à proposer peut-être au-delà de l'augmentation de salaire, peut-être... je suis peut-être utopiste en disant ça. C'est beau ce que vous dites. C'est pas vrai, mais c'est beau. Non, mais on va dire, je pense que l'inflation va peut-être concerner beaucoup plus les petites entreprises dans la manière de fonctionner et en termes RH. Je pense parce qu'ils vont avoir quand même une difficulté pour accéder en tout cas leur levier d'augmentation et tout ça. Les grands groupes, ils vont toujours trouver une excuse et ça va être on va un peu dégraisser d'un côté. C'est plus ça. Donc c'est quand même beaucoup plus facile en termes de gestion RH, même si c'est pas très clean à faire. Mais c'est ce qui va sûrement se faire, hein. Je te rejoins là-dessus. Sur les petites entreprises, ça va être un peu compliqué parce que c'est souvent plus en termes d'effectifs. Je dis pas qu'ils... Ah oui, bien sûr. Après ça va être déjà, ils sont déjà assez bien tendus, donc ils peuvent pas du tout licencier quelqu'un. Et de l'autre côté, ils peuvent pas non plus faire une augmentation de salaire à la hauteur de l'inflation qui est actuellement de presque 6%. Moi, j'avais un CEO pour le coup, c'était une petite boîte du coup, dans mes expériences précédentes, qui systématiquement... qui est ou pas de l'inflation forte comme on la connaît aujourd'hui, qui faisait des augmentations en fonction de l'inflation. C'est-à-dire que, en gros, tu dis que tu augmentes tes collaborateurs entre 0% et 10%. En gros, donc une moyenne à 5%. Et lui, il mettait pas les gens à 0%. Il avait tendance à mettre 1%, quoi qu'il arrive, pour intégrer l'inflation. Mais j'en ai pas connu beaucoup des comme ça. Hein. Moi, j'ai pas fait non plus des milliards de boîtes, mais c'est vrai que j'ai peu connu ça. Après, c'est vrai que les grands groupes ont des dispositifs d'actionnariat salarié, des dispositifs de primes. Les primes, notamment parce que les contraintes du siège étaient tellement restreintes que ça passait beaucoup en primes, hein, des primes annexes, des primes exceptionnelles, les PTE. Hein, ceux qui nous écoutent, les PTE, les primes de travaux exceptionnels, ça dégoulinait. Mais parce qu'en fait, on a le sentiment qu'il faut toujours contraindre la masse salariale, quoi qu'il advienne, parce que c'est le premier poste de dépense, parce que c'est ce qui coûte le plus cher, parce que les charges sont très élevées et que quand tu regardes, je peux comprendre, moi, évidemment, et puis là maintenant on est chez l'entreprise, mais quand tu as 65-70% de tout ton coût, c'est la masse salariale en France, naturellement, 1 euro tout de suite, du fait des charges patronales, tout augmente beaucoup. Et ça, c'est un peu plus limitant, sans tomber dans les caricatures, mais quand même, c'est bloquant. Là où d'autres entreprises savent que quand tu augmentes 1 euro, il y a 1 euro. Donc, c'est pas ça aussi, tout à fait la même chose. C'est vrai. Ouais. Ce timer, c'est pas mal. Vous nous direz ce que vous en pensez de ce timer. Moi, j'aime bien. Je pense que même si j'ai pas de questions, je vais le mettre comme ça à la maison. Chaque activité, ça va être sympa. Je vois rien. Ah oui, c'est un sujet du monde, le quiet quitting. Oh. Alors, moi, je l'aurais pas mis dans cette rubrique, celui-là, mais on va le mettre dans ça fait l'actu. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler. Alors justement, c'est super d'avoir mis là, en fait, parce que je sais pas vous, mais je trouve que depuis le Covid, des thématiques RH font l'actu, alors qu'il y a 2 ans, pas du tout, mais parce que ça devient presque branché. Et alors, c'est très américain, c'est-à-dire que le truc en France, on s'en fout, mais il faut que ça donne un truc, on a envie d'en être, quoi. On a envie de se dire, c'est un nouvel concept, c'est une boîte à la mode, et on a envie d'être dans ce truc-là. Limite, quand la boîte l'a pas, on dit, allez, fais le minimum aussi, comme ça, moi aussi, je peux me plaindre, comme ça. Et ça, je trouve que c'est quand même une espèce de phénomène qui devient trendy, un peu comme... la grande démission où en fait j'avais échangé avec un directeur qui était persuadé, parce qu'à un moment donné il ne voit plus que ça, et j'avais dit mais dans ton entourage à toi, concrètement, qui a démissionné ? Oui, non, mais en fait, on a abouti. Il m'écoute, Eric, si tu m'entends. Et en fait, il m'a dit, non, mais je parle des autres pays, pas la France. Ouais, d'accord. Et j'avais pris une étude de l'INSEE qui disait qu'il n'y en avait pas plus statistiquement qu'en 2019. Donc, ça me dérange beaucoup, ces tendances un peu RH, qui est un moyen de ne pas parler des vrais sujets de fond. Parce que là, c'est un moyen de dire aussi aux salariés, mais vous avez l'embarras du choix, en fait. Faites ce que vous voulez. Il y a tellement de demandes. Sauf que la réalité, elle est beaucoup plus nuancée que ça. Et ça me dérange beaucoup dans l'approche. Donc oui, ça fait l'actu, je suis d'accord. Mais ça devient des tendances RH et puis qui vont balancer une autre. Comme je disais, demain, si j'arrive tout en rouge, je dis la nouvelle tendance maintenant, c'est le Red Crosses. Tout le monde vient en rouge. Et du coup, ça m'agace un peu. Surtout qu'il y a toujours eu des gens qui ont envie de pas dédier leur vie au travail et de faire les horaires classiques de aller à 9h, 17h. Et du coup, je sais pas pourquoi on en parle plus. Je pense que ça fait justement écho à la grande démission, mais ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Et je sais pas pourquoi c'est trendy, c'est devenu trendy. En fait, respecter son contrat de travail, donc du coup, ça devient maintenant, il faudrait aller au-delà de son contrat de travail pour être limite pas dans la tendance. Et ça devient une notion qui, pour moi, c'est une tendance, mais absolument pas RH. Enfin, ça ressort de son contexte RH parce que
de découvrir qu'il y a des personnes qui vont pas être dans un engagement à 100% pour l'entreprise, qui vont juste faire leurs 7 heures et qui sont juste là pour percevoir un salaire. Enfin, je dis pas qu'il y a énormément de personnes en France qui font ce système, qui sont dans ce système-là. Okay, en plus, et c'est pas pour autant que ça devienne une tendance. Ça a toujours existé, ça existera encore. C'est contre le présentéisme, je pense, à la française, dont on a beaucoup parlé aussi ces dernières années, en se disant, nous, les Français, on a tendance à rester au travail tant que ton manager il est pas parti. Et ça, je l'ai connu pour le coup dans certaines boîtes, ou tant que ton partenaire ou ton manager il est pas sorti aussi, du bureau, toi, tu restes là alors que tu as fini ton taf depuis 2 heures. Il y avait une palme. Après, c'est vrai que les deux tendances, que ça soit le Great Resignation ou ça, le Quiet Quitting, c'est 2 trends issus de TikTok. Enfin, c'est assez consternant quand même. C'est une nana qui s'amuse. Sur la grande démission, c'est juste une nana qui, je crois que c'était, elle a la caisse et elle arrive à médiatiser un peu son truc en disant je me casse. Et c'est devenu trendy. Et du coup, on a plein qui ont appelé ça mais des hashtags. Ça semble énorme, mais il y en a peut-être 35 qui ont fait ça dans la demi-heure. Et à l'échelle des États-Unis, autant vous dire que c'est que dalle. Mais ils en ont réussi. Et ça a été réapproprié par les médias quand on fait un concept marketing. Ça, c'est un peu gênant. Après, honnêtement, moi, j'échange quand même aussi avec des Européens, des extra-communautaires, qui disent que le côté « c'est pas ma tâche », c'est hyper français. C'est vraiment le truc qui les agace souvent, c'est de dire... Au début, on trouve ça mignon. Le fait de vous battez pour vos droits, ça m'est revenu tellement, vous battez pour vos droits, vous laissez pas faire. Et puis quand on reste, on se dit, arrête, c'est bien très le relou, parce que le truc est pas là, c'est pas dans la fiche de poste. Et après, honnêtement, bonjour à la communauté notamment italienne, ils s'en relèvent quand même, quoi. Au bout d'un moment, ils disent, c'est bien, c'est super, c'est formidable, ça fait défendre, mais le revers de la médaille, c'est qu'il y a un côté quand même presque bureaucratique, qui est, si c'est pas dans le process, c'est pas dans l'administration, c'est pas écrit, qui est parfois pas toujours très agréable non plus. Donc en fait, l'espèce de tendance en France, dans d'autres pays certainement, peut-être aux États-Unis, mais en France, non. Enfin, aux États-Unis peut-être, parce qu'il y a beaucoup de dérives aux US. Oui, c'est vrai qu'on au UK, savoir énormément. Dans d'autres pays, comment ils perçoivent cette notion-là versus la France. En France, franchement, beaucoup plus mesuré. Je connais pas non plus des gens. Alors, si il y a un phénomène effectivement de personnes qui se posent des questions sur leur avenir pro, en faisant des reconversions, peut-être avant on osait moins, mais qui donnent aussi plutôt naissance à des ruptures ou à des abandons de poste, qu'à des démissions, parce que les gens qui démissionnent pour rien, quand même, il y en a pas encore énormément. Et donc, je suis assez surprise de ce phénomène. Après, ça permet de parler du vrai sens du travail, de qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire dans ta vie, est-ce que tu as envie d'avoir un métier passion ou pas. Mais en réalité, ça reste à la marge. Ça reste des notions sur laquelle on discute depuis des années et c'est pas nouveau, quoi. Oui, moi je trouve que après c'est trendy comme tu dis. Je savais même pas que c'était TikTok, mais tu vois, j'ai pas TikTok moi. Donc, moi non plus, mais du coup on fait un peu de veille quand même. Le deuxième qui va nous intéresser, c'est les sujets. On peut plus, on craque. Sur ces sujets-là, on veut plus en entendre parler et je pense qu'il y a des sujets qui vont un petit peu revenir. Attention pour le premier. Oui, c'est quoi ? Un peu de teasing, non ? Alors, le RSE ou la RSE. Ah oui. En fait, la RSE, enfin la compliance, ces sujets, moi je trouve que on en a un peu plein la bouche, notamment sur la partie RH. On a le sentiment que les ressources humaines se sont senties un peu possédées d'une espèce de mission d'environnement, de respectabilité de tout. Et en fait, quand on regarde un peu comment ça se passe en entreprise, moi je suis quand même très perplexe. Est-ce que tu peux préciser à nos auditeurs ce que c'est la RSE ? La responsabilité sociale de l'entreprise ou la compliance, où on va dire que tout ce qui est responsable, d'ailleurs tout est responsable. On achète responsable, on mange responsable, on va aux toilettes de manière responsable. Vous aussi, vous êtes responsable, rejoignez-nous. Et je trouve que c'est beaucoup de mots bullshit qui sont rentrés, qui sont pas traduits vraiment dans les faits. Et alors c'est mieux qu'il y a 10 ans, mais quand même, quand tu sais pas quoi répondre sur un truc, je te dis il faut manger de manière responsable. Faut faire de la RH. Le prochain, ça va être la prochaine trendy qui va être la RH responsable, c'est sûr. Et quand tu creuses, je trouve que c'est je trouve que c'est assez vide. Je trouve que tu sais pas trop ce qu'on y met derrière. Et la RH, sur la partie RSE ou ce qu'on lui demande, moi, à part respecter bien sûr les notions d'égalité, d'éducation, des choses qu'il y a dans des rapports, bon, honnêtement, c'était vu des gadgets. Et c'est pas sympa ce que je vais dire, mais beaucoup de gens, ça a changé maintenant, qui étaient mis dans la fonction RSE, c'était des gens dont on savait pas quoi faire. Faut être clair. Et j'étais pas le seul à le dire. Mais là, j'ai pas mal de gens. C'est marrant parce qu'on avait ouvert un stage. Et en fait, il y a pas mal de gens qui ont envie de travailler maintenant dans les services RSE des entreprises. Ah oui, tu m'étonnes. Parce que, alors, je sais pas comment on leur a vendu. Et en fait, j'ai du mal à savoir ce qu'on y fait vraiment dans ces services d'entreprise de RSE.
On va sûrement animer des sujets juste pour dire qu'on va le faire. C'est l'entreprise à mission. Tout ça, c'est un peu pareil. Oui. C'est comme si l'entreprise, le chiffre d'affaires, c'était pas le sujet. La cause première de l'entreprise, c'est respecter l'environnement. C'est évidemment avoir une politique d'inclusion. C'est comme si l'alpha et l'oméga de l'entreprise, c'était ça. Et en fait, non. Désolé, mais non, c'est pas ça. Et donc, elle pense parvenir à travailler sur cette politique aboutissant à des caricatures comme je crois que Kourtney Kardashian est responsable RSE de l'entreprise Boo. Ah oui, tu dis c'est vachement pour ça qu'elle a dû être prise. Oui. Kardashian. Non, et puis tu as des boîtes qui ont des services et des programmes RSE. Je pense à Total par exemple. Oui. Et c'est assez marrant de se dire que ces boîtes-là, qui sont quand même plutôt des pollueurs et qui n'ont pas forcément une image, une très belle image depuis ces quelques dernières années, ont des services RSE de fou malade, parce que notamment quand tu réponds à des appels d'offres, c'est pour ça. Il y a quand même un volet RSE qui est assez important et qui devient vraiment prégnant. Et du coup, tu te demandes en fait réellement après la sincérité des politiques. Moi, je suis sur LinkedIn, là, c'est le compte Greenwashing, où en fait, ils n'arrêtent pas de poster ou en tout cas d'interpeller les personnes sur des posts d'entreprises qui sont pas vraiment réputés pour être dans l'écologie très profonde et qui le seront jamais parce que c'est pas du tout leur business, et en fait ils vont juste faire un peu de vert un peu partout et voire même vraiment ils vont adopter dans leur nouvelle publicité la couleur verte pour donner cette sensation là, alors comme qu'en McDo, fait non, ils avaient pas fait ça, je crois qu'ils avaient mis du vert dans leur publicité. C'est possible. Et du coup qui vont aborder cette manière là c'est plus du marketing finalement, et c'est du marketing. Après ces sujets là, c'est quand même beaucoup, même les sujets précédents, c'est devenu vraiment, et c'est ça qui me dérange un peu, y compris dans la RH pour être plus large, c'est devenu vraiment, tout est devenu du marketing et un sujet en balaye un autre. Et c'est vrai que pendant un moment la grande tendance c'était non mais on replante des arbres. Ah oui, c'est bon, alors dans ces cas-là, je peux tout à fait acheter ce qui a été produit au Bangladesh, je peux tout reproduire des arbres, donc t'es tranquille. Et je le comprends. Ce qui me dérange, c'est d'expliquer quelque part à des plus jeunes, je comprends l'intention derrière et je crains qu'il y ait un peu un miroir aux alouettes, parce que l'entreprise, il ne faut pas oublier qu'elle est là pour faire de l'argent. Et j'ai l'impression qu'on essaie de leur faire croire que c'est pas vrai et que je comprends qu'il y ait une possibilité d'avoir une consommation responsable et de faire attention aux fournisseurs, et ça fait partie de l'éthique de l'entreprise. Mais il faut aussi avoir conscience qu'une fois que tu fais ça, à partir du moment où tes fournisseurs, ton produit est plus élevé. La question $1 million, c'est est-ce que tes consommateurs vont accepter de payer plus ? Et si on avait une réponse aussi unanime, désolé, j'adore les petits jeunes, mais jusqu'à preuve du contraire, les Shein, c'est pas ma grand-mère de 85 ans qui l'achète. Toutes les marques, les AliExpress, ce genre de choses, ça dégueule de produits. Là, il y a un nouveau trend, encore TikTok, décidément c'est le média à la mode, c'est j'achète ou je rends. Des influenceurs achètent des produits par pelleté, font des essais, demandent à leur communauté si je le garde ou si je le renvoie. Ils ont 18, 20 ans, 22 ans, 23 ans. Donc, ces entreprises-là, elles vont certainement avoir un département RSE. Mais à un moment donné, c'est dommage parce que ça partait d'une jolie idée, en fait, de se dire on a envie de plus d'égalité, de plus d'écologie. Oui. Et en fait, c'est finalement maintenant un peu le truc à cocher que les gens respectent. C'est aussi qui l'a porté depuis le début. En fait, ça reste du marketing et c'est la plupart à la base, non. C'est ça le problème. Mais tu sais qu'en RH, ça a tellement vrillé sur la partie marketing que maintenant, tu n'as aucun CEO ou aucun DG qui va vouloir prendre ça à bras le corps. Parce que clairement c'est pas dans leur business. Mais comme la RH. Pour moi, c'est la RH, t'arrives là-dedans et tu vas faire quoi ? Tu dis bah oui, ok, d'accord, on fait. Des sujets HR, beaucoup des sujets HR qui sont devenus tendants dont on parle. Quand tu regardes la manière dont on en parle, on n'en parle pas par rapport à l'humain derrière. On en parle parce que c'est devenu des sujets marketing. Oui. Et donc c'est pour moi problématique aussi. Comment l'aborder sur sa page Welcome to the Jungle, on va être clair aussi, ça va être ça. Ça va être comment l'aborder sur sa page carrière ou comment faire un beau storytelling dessus. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte maintenant, quand on fait du recrutement, on a souvent la thématique du RSE qui arrive. Et ça, c'est un sujet qui nous énerve. On attend le deuxième avec impatience. Exactement. Allez, c'est moi, du coup. Quel est le deuxième sujet qui nous énerve ? Alors, le deuxième sujet qui nous énerve... L'onboarding. Ah oui. Non, mais en fait, non. Alors, je vous explique. C'est oui. J'adore l'onboarding. En fait, ce que je ne peux plus, c'est tous les mots en ing, les quitting, les onboarding, les racing. Je n'en peux plus. Je suis au bout de ma vie. J'ai l'impression que le but du jeu, là, parce qu'avant, on avait le recrutement, comment on appelle ça déjà pas l'introduction, mais le fait d'accueillir. Enfin, j'ai perdu le mot en français, mais ça va me revenir d'ici quelques minutes. L'intronisation. C'était pas l'intronisation, c'est l'intégration. Ah oui. Et non, ça c'est has-been. Par contre, l'onboarding, ça n'a rien à voir.
Et en fait, cette espèce de gadgetisation me pose problème parce qu'on a le sentiment que des trucs qu'on faisait il y a 20 ans ou 30 ans, pas si mal, c'est devenu ringard parce qu'on n'avait pas les mots en anglais. Et que j'ai le sentiment que quand on met juste un pack avec parfois un mug, un t-shirt et qu'on exhibe ça fièrement, c'est bon, le boulot est fait. Mais t'as pas fait ton onboarding en fait. Oui. Si ça se résume à ça, et je trouve que c'est devenu un sujet qui n'était pas un sujet de fond, qui est devenu un peu fake-ass, où faut cocher des cases et ça me dérange. Ça se résume pas à ça, mais maintenant, si tu t'accueilles des collaborateurs et que t'as pas le starter pack qui va bien, avec... en fait, du coup, c'est un peu l'attendu maintenant pour quand tu recrutes des candidats. Ça, c'est marrant. Je trouve que ça devient très fake, et c'est un peu ce genre aussi de rapport où quelque part, à un moment donné, les vrais sujets vont revenir de toute façon. Mais que tout devient un peu de la cosmétique. C'est sûr que si tu as un joli mug, mais que ton manager n'a pas passé une seule seconde avec toi pendant les premières 48 heures et que tu sais absolument pas ce que tu vas faire et quels sont les outils et qui sont tes collègues, c'est un peu embêtant. Je suis pas forcément d'accord avec vous. Moi, actuellement, par exemple, j'ai pas de starter pack parce qu'on a un petit problème de stock. Voilà, mais il y a trop de demandes. Il y a trop de demandes. Et donc forcément, en fait, on aborde vraiment le côté onboarding dans le sens pas noble du terme, mais en fait, ça se résume vraiment sur de l'intégration, sur comment accompagner en tout cas le ou la nouvelle collaborateur, collaboratrice dans les premiers jours. Et du coup, là, pour le coup, c'est vraiment le côté où c'est vraiment une grosse réflexion avec les managers, avec l'équipe de direction sur comment on va faire pour que la personne se sente vraiment à l'aise, qu'elle comprenne assez rapidement les enjeux, la culture de l'entreprise, sans passer par le côté tote bag, tasse, stylo. Et du coup, ça nous a forcé, parce que comme on a sur le tote bag un petit souci, ça nous a forcé en tout cas à avoir quelque chose de plus noble. Et je trouve que là, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui arrivent chez nous et en fait, ils sont vraiment assez curieux de l'onboarding, ce qu'ils vont aborder, tout ça. Donc, non, mais moi, en fait, ce qui m'agace, c'est qu'un truc qui est assez simple, c'est le concept. Par exemple, si tu passes, moi, j'en sais rien, tu vas poser des congés payés, on va te dire le holiday packing. Tu vas dire, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie ? C'est la manière de poser des congés payés et tout devient un truc mais c'est l'américanisation et ça, c'est gênant parce que ça gadgetise la fonction, il y a un côté un peu fake-ass. C'est ça qui me dérange. Ça devrait être une évidence. On me dit, ça ne l'est pas, ok. Et on a ce chic-là depuis quelques années, on met en anglais. C'est ce que disait d'ailleurs, je voyais un post ce matin, je crois que c'était de Marie-Sophie, qui disait c'est la novlangue, tous les posts deviennent anglais, et donc ça devient anglais. Oui, c'est pas tant pour l'anglais, parce que dans un mondialisé, c'est pas ça. Ce qui me dérange, c'est qu'en fait, on ripolline, pour répondre un peu au président, on ripolline, et on se dit c'est super. Et tout devient un concept. Tu vas distribuer pendant des bulletins de paye, on fait du payroll on the beach, on remet les bulletins de salaire, mais avec un petit claquement de doigts. Mais il est sérieux là, et on a voulu en faire un truc fort, on a fait des TikTok, on danse dessus. D'accord. Et tu auras des articles évidemment de Welcome, comment ils ont fait le payroll on the beach, et tout le monde va reprendre ce truc. Tu dis mais c'était juste complètement fake. Et c'est ça qui me dérange parce que les vrais sujets de fond, d'évolution de carrière, de comment on dit non à des collaborateurs, comment on identifie, je trouve pas ça près ça, et c'est plus ça qui m'agace. Je vois toujours les mêmes thèmes. Donc là, j'avoue que je suis un peu... Comme bien souvent, on reprend les termes de l'écosystème startup. Je pense que quand l'écosystème startup va pouvoir gérer la partie gestion de carrière, peut-être qu'on va avoir un nouveau mot et que ça va pouvoir passer, peut-être. Le recrutement reste le recrutement, par contre. On ne fait pas le recruitment. C'est vrai. C'est vrai que ça étonnamment, mais parce que le hiring, ils ont... quand même. Mais pas trop. L'onboarding, c'est devenu un concept alors que tu dis pas le hiring. Non, pas encore. On va lancer l'idée parce qu'en général, ça va être. Mettez-nous en barre de commentaires si ça. Le hiring, parce que ça n'aura rien à voir. On va diffuser. Ouais, mais ça va pas être la même annonce qu'on va diffuser avec plein de mots, avec plein de hashtags. Donc c'est plus ça qui me. C'est le wording qui te chafouine. Qui me chafouine un peu. Voilà. T'as bien fait de pas tirer celui-là parce qu'on en a déjà parlé là. Je le vois. Alors, la QVT, un thème avec un pseudo-renouvellement quasi hebdomadaire. C'est pointu. Bon, la qualité de vie au travail, quoi. Qu'est-ce qui veut en parler de la qualité de vie au travail ? Qu'est-ce qui veut se lancer sur ça ? Pierre va nous refaire un l'initiation de la... Non, t'en peux plus de la qualité. En fait, je trouve que toutes les semaines, on arrive sur un changement de thème. Tu veux dire le well-being ? Un peu, voilà, c'est ça. Ça va être en anglais, c'est mieux. Bon, well-being, ça n'a rien à voir avec la qualité de vie au travail. Non, ouais, je trouve qu'en fait, on est sur de la QVT depuis des années. J'ai l'impression qu'on renouvelle les sujets toutes les semaines et en fait, on revient un peu comme dans une boucle où on se répète, ça n'a pas évolué, mais on préfère se répéter, et avec aucune initiative, aucun thème. T'es vache, il y a le Happiness Manager maintenant. Tu vois ? C'est vrai. C'est vrai. Ça n'a rien à... T'as un Happiness Manager ?
C'est le sujet qui l'énerve. Ah oui, ça c'est encore pire que la QVT, je pense. J'aurais peut-être dû le mettre en... Oui, bah pour la prochaine fois, pour le prochain épisode. Oui, c'est ça. Il en parle à tous les épisodes. Mais tu sais, il y a plein de thèmes, à mon avis, qui vont être très, très agaçants, dont on va pouvoir parler. C'est clair, ouais. Non, mais oui, non, pour revenir sur la partie qualité de vie au travail, je pense que c'est déjà un sujet qui est abordé dans toute notre politique RH, en quelque sorte. Soit parce qu'on doit le faire, on doit établir un plan des risques, ou soit parce que ça reste une vraie politique, en tout cas. Et je trouve que derrière, tu as beaucoup de thèmes qui arrivent sur le côté très psychologique. Donc là, on est passé par maintenant les DRH, qu'est-ce qu'ils ont subi, puis 2 semaines plus tard, ça va être quoi, le directeur marketing, et puis après, ça va être le CEO. Enfin, oui, on est tous confrontés à ça, c'est pas pour autant de l'individualiser, juste parce que, voilà. Et c'est peut-être plus la manière de l'aborder, parfois, qui, moi, m'agace, où en fait, on a l'impression qu'on découvre une nouvelle facette de l'état psychologique d'une personne, alors qu'en fait ça reste un salarié, ça reste, je sais pas, j'arrive pas en tout cas à saisir l'enjeu qu'on pourrait avoir derrière, et je comprends absolument pas qu'on arrive à broder là-dessus, quoi. Mais c'est comme la RSE, en fait, c'est que ça part d'un bon sentiment et d'une c'est ça, en fait, et d'une envie de faire mieux, et de vraiment par exemple la santé mentale des collaborateurs. Je pense que dans les années 80, ils en avaient un petit peu rien à secouer. Maintenant, ça devient important d'avoir des collaborateurs qui se sentent bien, parce qu'on parle de plus en plus du burn-out notamment. Donc ça part d'un bon sentiment. Moi, ce qui m'agace un tout petit peu, c'est le nombre d'entreprises et de start-up qui te contactent à la demi-seconde sur des sujets de RSE et de QVT. Mon Dieu, oui. Alors qu'en réalité, on en a parlé plusieurs fois dans les podcasts, en fait, là, l'inflation, les budgets de fin d'année, les salaires, la masse salariale, c'est finalement les vrais sujets qui nous occupent. Mais ça, on en a déjà effectivement parlé. Pourquoi les moi c'est un abonnement à la salle de sport qui va faire que je vais être bien. Moi, je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas vraiment votre délire sur le salaire et tout. Je comprends pas. Mais c'est vrai, en fait, on en a parlé, mais parce qu'il y a on va revenir au marketing de tout à l'heure. Il y a une croyance que la RH, c'est uniquement s'occuper de la RSE, la qualité de vie au travail, l'onboarding d'une chef happiness officer. Ça, en fait. Et que les RH, c'est ça. Sauf que quand vous êtes en soirée, quand vous échangez avec les uns et les autres, qu'est-ce qui revient ? C'est pas ça. Ce qui revient, c'est mon manager, il est dur, ou j'ai envie d'évoluer, je sais pas comment faire, ou j'ai un problème de salaire, ou j'ai un problème pour comprendre comment ça marche politiquement, pourquoi c'est si long, des trucs qui datent, je suis désolé, on n'a pas révolutionné la roue. Mais comme c'est plus dur à appréhender, je vous passe le juridique, c'est-à-dire, mais il peut faire ça, je sais pas si vous avez la même chose en soirée, mais il a voulu faire ça, mon manager, est-ce qu'il a fait ? Bon. Donc c'est des trucs, mais qui datent en fait. Et comme c'est technique, je suis désolé de le dire, mais il y a toute une partie des startups qui n'arrivent pas à appréhender parce qu'elles s'entourent de gens qui ne sont pas de la RH. Donc c'est plus facile d'aller dans des choses un peu plus aspirationnelles, déjà parce que c'est joli, c'est quand même vachement plus sexy de parler du bien-être que de parler du juridique ou que de parler des salaires. Déjà, c'est plus sexy. Puis c'est relayé par toute la presse un peu, parfois un peu lénifiante, mais en la matière. Et puis, finalement, tout le monde peut avoir un avis. Donc, tout le monde imagine que parce que tu as une application où que tu pourras télécharger, tu envoies 2 liens, le salarié va être bien. En fait, le salarié, souvent, il veut parler, il veut échanger. Le rôle pour moi du RH, le premier rôle du RH, c'est de se rendre compte, peut-être pas avant qu'il le manifeste, mais un bon RH, celui qui va dans les services et qui dit, là, je sens qu'il y a un truc qui va pas. Et ça, c'est pas une application qui peut faire ça. Ou le jour où c'est ça, t'as plus besoin. Pour moi, t'as plus besoin de RH. Et c'est vrai, je suis d'accord. Ça m'agace de devoir substituer avec la fameuse phrase. Non, mais comme ça, vous pouvez vous recentrer sur votre cœur business. Non, mais à un moment donné, je vais faire quoi ? Moi, je dis tous les matins, je prépare les bar mitzvahs. Ça se passe comment ? Donc, pour moi, le rôle du RH, c'est de celui qui est censé sentir le vent, un truc que les autres fonctions ne peuvent pas faire. Et pour ce faire, il faut être présent avec les gens, pouvoir échanger, sentir le pouls des choses. Et c'est vrai que tout ce qui est bien-être c'est devenu un peu gadgetisé des choses. Et pour moi, parfois, ça rend même ridicule le service RH. Ça le gadgetise. Et c'est vrai que c'est un peu agaçant. Je pense qu'ils l'ont pas fait pour ça, bien sûr. Mais oui, c'est vrai que c'est ça. Alors que si c'était notre dernière préoccupation du moment, ce serait top, en fait. Mais en même temps, ça veut dire qu'on aurait automatisé l'entièreté de la paye, l'entièreté de l'accompagnement collaborateur, l'entièreté du juridique, l'entièreté de l'administratif qu'il y a dans le job, un peu de stratégie aussi de temps en temps, mais enfin, et du coup, et c'est pas le cas en fait. C'est pas la réalité. Non, pas du tout, non, c'est clair. Et puis surtout, on te fait croire que c'est en proposant des gadgets que tu vas avoir une belle politique RH. Et comme tu dis, quoi, ce côté, c'est fini, j'ai fait le taf. C'est pas que ça. Puis surtout, c'est absolument pas ça. Surtout que si ta boîte est toxique, avec des managers complexes, une ambiance à la Game of Thrones, en réalité, je suis désolée, mais c'est pas parce que t'as mis une app où les gens peuvent contacter un psychologue 24 heures sur 24. Mais je pense que t'as même certaines
personnes qui doivent se dire je comprends pas, j'ai des conflits dans mon entreprise, mais pourtant je leur ai fait une belle politique. Mais je vais te dire, en fait, je comprends pas. C'est même pire pour les salariés. Parce que ça donne le sentiment que cosmétiquement, l'entreprise est au top. Et c'est presque pire, parce qu'à un moment donné, il faut entendre une colère. Enfin, je trouve que c'est normal. Et c'est ça qui me dérange. Il y a un problème aussi d'assumer les responsabilités. Il y a des choses parfois dures que tu dois dire et tu dois l'expliquer aux gens. Non, tu peux pas évoluer en 3 mois. Non. Et c'est normal de devoir l'expliquer. Tu as des règles du jeu. Et on a le sentiment qu'il faut plus le dire. De peur d'être un peu dans un truc un peu plus d'aspérité où tu vas avoir, ne pas forcément être apprécié des gens. C'est normal. Devoir dire non, c'est normal. Et toutes ces applications, c'est pour moi un peu parfois du prêt-à-penser. C'est un truc simple, qui ne trouvait pas trop en question, ni la direction, le salarié, c'est un peu... Mais en fait, ça solutionne absolument pas le problème de fond. Et pire, ça l'aggrave, ça l'enquiste. Et quand tu es à distance, je crois que c'est pire parce que ça donne le sentiment que l'entreprise, déjà, elle s'en fiche. Qu'elle t'a dit, mais tu as une application ou tu as des mails ou... Oui, mais c'est pas le sujet. Moi, j'ai un problème. Ouais. Et pour moi, le fait qu'il y a toujours autant de burn-out, distanciel ou présentiel, qui est quand même un phénomène récent, le burn-out ou burn-out, mais ça dit quand même quelque chose. Le fait que les gens vont jusqu'à l'épuisement, parce qu'il y a aussi une pratique de management toxique, et pourtant on n'a jamais parlé autant de QVT. Jamais autant on a parlé de bien-être. Jamais. Donc ça veut bien dire que la manière dont on le fait, c'est bullshit. Et quand j'entends certains RH nous annoncer la main sur le cœur qu'ils ont une politique, mais qu'est-ce que c'est une politique ? Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens. C'est clair. Un RH, c'est celui qui connaît les gens qui y va. Tu as besoin d'une politique RH. Enfin, il faut être près des gens, comme tu dis, sentir. Mais oui, pour moi, c'est du bon sens. Et c'est vrai à tous les niveaux d'ailleurs. Du codir tout en haut, tu dois sentir ton codir, jusque tout en bas, tu dois sentir tes ouvriers. Quand je dis sentir, si tu es dans un bureau toute la journée, t'as beau me faire la meilleure politique du monde, tu les connais pas les gens. Ouais, je suis désolé de le dire, tu les connais pas. Donc c'est pour moi un peu loupé. Donc oui, c'est partie des sujets aussi, mais il y en a beaucoup. On pourrait passer des heures sur les sujets. On va passer au sujet un petit peu plus sympathique de l'actualité. Sympathique, je sais pas, mais non, plus de l'actualité. En tout cas, on va parler d'actualité un peu plus globale et peut-être qu'on fera des liens avec la Certainement. RH. Je crois qu'il appréhende un petit peu. Mon Dieu. Mais certaines questions qui sont pas toujours super bien rédigées. On le dit ça. Oui, mais la première. Alors, mais fais une phrase. Je l'entends. Thématique principale, le logement. Ah oui, non, alors celle-ci elle est super. Je sais pas qui l'a trouvée, mais je vais commencer. Non, en fait le logement, parce que évidemment il faut tous un toit sur la tête. C'est partie des besoins pyramide de Maslow classique. Et j'ai vu un article il y a pas très longtemps d'une journaliste sur je sais plus quel média qui disait que il y a un vrai problème de logement en France, mais pas qu'en France. On construit pas suffisamment et ça pose aussi des questions pour les salariés pour se loger. Certes, il y a le télétravail, mais c'est pas tout. Il disait qu'on arrive à des problématiques où il y a, je crois que c'est 80% de logements à vendre et 20% uniquement de logements à louer. Et que je crois que c'était une demande pour 34 personnes en France et je crois que c'était ou 80. Je crois que c'était 80 et c'est 350, un dossier pour 350 demandes à Paris. Et je me suis dit, mais je pense que ça va aussi expliquer pourquoi, pour une nouvelle génération, ça te pose déjà pas bien. Parce que quand tu commences, que tu veux habiter quelque part et que tu n'as pas la place, tu reviens quand même là. Une fois que tu as travaillé, c'est quand même le lieu où tu vas rester un moment où tu construis ta vie. Et c'est quand même problématique. Je trouve que ça manque un peu d'anticipation et on ne mesure pas assez le coût du logement. Pour moi, c'est l'inflation, on en parle, mais le logement, pour moi, c'est le premier problème. Ça coûte un prix, mais astronomique. Et même quand tu gagnes bien ta vie, et même à Paris, quand tu as un bon job, franchement, c'est hors sol. Et les jeunes, c'est pire. Ouais. C'est vraiment des niveaux. Et je ne peux pas en vouloir à les gamins, mais quand je dis c'est affectueux. Quand tu sors, tu as un niveau de salaire qui est plutôt bon. Et tu dis à l'entreprise, il faut augmenter parce que, mais à un moment donné, l'entreprise, elle ne peut pas augmenter non plus parce que le logement à Paris, il n'y a pas de construction. Et le moins de studio, il est à 1 000 €. Je caricature un petit peu, mais pas tant que ça. Et pour moi, le logement, c'est un vrai problème de masse, un vrai problème sociétal et qui devrait quand même concentrer les gouvernements. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé dans la politique, durant les dernières élections. Et pour moi, là, avec la politique énergétique, c'est le logement, pour moi, c'est un vrai problème. Et les entreprises ne peuvent pas faire grand-chose. Et puis, on normalise aussi des prix en vivant à Paris où tu as l'impression que 600 000 balles un appartement, ça va, c'est pas très cher, alors que c'est 2 fois le prix de la maison de mes parents. C'est hors sol. Et en fait, ça te... Même quand tu es motivé, je veux dire, tu travailles plus, tu payes plus d'impôts, mais tu te rends compte finalement, par rapport au lieu où tu habites, ton niveau de vie n'a pas forcément augmenté. En fait. Et je trouve que c'est un problème quand même pour les jeunes. En tout cas, moi, ce que je constate, c'est que tu as aussi le côté où
Paris devient inaccessible, donc du coup on va sortir, on appelle la petite couronne. Du coup là ça devient inaccessible parce que les JO arrivent et honnêtement ça va être très compliqué. Du coup forcément les personnes vont aller habiter dans la grande couronne. Et en fait, on va avoir des problématiques de plusieurs temps de transport qui vont s'allonger, avec une qualité des transports qui sont assez variables quand même, on va pas se mentir. En sortant de Paris, je pense que c'est très compliqué. Tu veux nous en parler ? Oui, c'est ça. Non, t'es un petit cool, c'est mon ami. Et là, tu te rends compte en fait que t'as des personnes qui mettent 1 heure, 2 heures de transport alors qu'ils habitent en région parisienne et que tu pourrais limite habiter à Reims à 45 minutes de TGV. C'est ça, ce que j'ai pu faire et je me rendais compte que j'avais moins de temps de transport que ma collègue qui habitait en région parisienne. Et ça devient un enjeu pour les entreprises. Comme d'un côté, on peut pas non plus dire on va augmenter les personnes qui habitent sur Paris parce que le logement fait que. Tout comme on peut pas non plus se dire il faut augmenter les personnes parce qu'ils habitent très loin et du coup on essaie de compenser aussi leur temps de trajet. Enfin, en fait, ça devient des enjeux. En fait, on est obligé de supporter certaines choses en tant que RH, en tant qu'employeur, sur des choses où on n'a pas la main dessus, clairement. Et ça devient très très compliqué finalement. Et c'est vrai que là, on parle du taux d'intérêt qui va augmenter. Donc, je pense que c'est compliqué pour la nouvelle génération, pour les plus jeunes, c'est-à-dire ceux qui sortent. Alors, on est jeunes jusqu'à 80 ans, mais des magots à mort. Vous êtes tous jeunes, on vous adore. mais quand même, je pense que c'est plus. Ou ceux qui ont des enfants, etc. Je pense que quand même, c'est effectivement une difficulté. C'est vrai que c'est un enjeu quand même de politique RH qui n'a jamais été. Alors là, pour le coup, mais on n'en fait pas un truc un peu marketing. Et pour moi, c'est un vrai sujet quand même. Et on parle même pas de l'électricité, tout ça, parce que. Ouais. Donc, c'est quand même un vrai sujet. Or, le premier truc que tu dépenses, la première demande quand même des gens, c'est l'accession à la propriété. Alors, on peut trouver ça vieillot, machin. C'est le truc quand même, le rempart en cas de difficulté économique. Et quand on dit à une génération, désolé, ça sera pas pour toi, à un moment donné, c'est pas non plus très motivant de s'investir dans une boîte, de prendre des responsabilités. Est-ce que tu te dis, mais en fait, pour 300 € de plus, et l'entreprise, elle peut pas supporter les coûts. Et je trouve qu'on est à un truc là, à part ceux qui ont la chance d'avoir les parents qui ont pu aider dans un premier temps, je trouve pour les jeunes, et l'allocation, c'est une horreur, il n'y a pas assez de logements. Il faut 1 million de logements, je crois qu'on en construit 200 000. Après, ils te demandent, moi c'est fou, donc, mais pour un logement sur Paris, une fois on m'avait demandé un garant qui gagne 5 fois le prix du loyer. Non, mais c'est hors sol. C'est hors sol. Alors que c'est totalement illégal surtout. Et en fait, ça va devenir de plus en plus comme ça, en fait, c'est ça le problème. Comme à New York, comme à Londres, où là j'entendais des prix à Londres, à New York, pour, vous nous direz, c'est pas vrai, mais pour un 2 pièces, alors c'était dans Downtown, c'était 3 500 $. J'ai une amie qui paye des... Et en plus, là, avec le dollar... Oui, c'est une question. 3 500 $ pour ta quoi. T'habites un triplex ? Pas du tout, j'ai une chambre. D'accord. Ah ouais, c'est intéressant. Donc, et comme il y a beaucoup de gens aussi, puis que les villes n'ont pas non plus beaucoup grandi. Oui, c'est ça le problème. Enfin voilà, donc c'était mon sujet du moment, celui-ci. Comme Marie nous disait, tout le monde ne veut pas aller à Laval en Mayenne. Oui, non. Ou alors après ils en reviennent. C'est ce qu'il y a un autre. Non, ça c'est pas. Il faut pas que je la tire celle-là. J'ai déjà tourné. Je vais choisir. Ah là. Alors attention, Queen Elizabeth is dead, la monarchie. Ah oui, donc tu lis ça de manière littérale. Merci beaucoup. Ah pardon, désolée. Alors déjà, apparemment, les Londoniens étaient très très attachés les Londoniens. Les Anglais plutôt étaient très très attachés à leur reine et apparemment c'était assez d'usage de dire aux salariés désolé pour la mort de la reine. Ah bon ? Ouais. Je savais pas ça. On en apprend. Décidément, on apprend un petit peu tous les jours sur ce podcast. C'est vrai. Mais je savais pas. T'as entendu ça où ? J'ai notamment des collègues c'est rigolo. Notamment une amie qui a une antenne au UK et en fait les gens se sentaient aussi contents qu'on leur fasse un petit mot et lui disaient on la connaît pas mais on a un attachement, c'est ça ? Un attachement tellement fort, un peu comme quand on a perdu Johnny. J'aime beaucoup cette comparaison. Je pense qu'il fera plaisir à tous les royalistes. Oui, je n'attendais pas, mais pourquoi pas. The New Queen, bien sûr. Non, mais pourquoi pas. C'est pas idiot. Non, peut-être pas à ce point. Mais ils ont vraiment un attachement on a perdu un membre de la famille sans que ce soit vraiment un membre de la famille. Et la monarchie, on en pense quoi ? Moi, je trouve ça un petit peu désuet. Je vais pas me faire que des amis. Je vois pas trop l'intérêt d'une représentation qui finalement est assez peu politique. Mais bon, après... Qui n'est pas politique du tout, d'ailleurs. Oui. Qui est plus de l'ordre de symbolisme et pas plus, quoi. Je vois pas trop l'intérêt, finalement, de continuer à perpétrer le prix du sang perpétué, pardon. Non, c'est ça, c'est perpétuer, jeu de mots. Ouais. Dans de mots en amour, vraiment culturel, ce podcast. Voilà, j'ai pas... En fait, je trouve que c'est pas forcément très utile et très dans l'air du temps, mais après, ils y tiennent, quoi. Ouais. C'est une tradition.
J'allais comparer ça à la corrida, vous allez me dire Johnny la corrida. Oh là, ah oui, ça va loin. Ça serait peut-être une autre thème. Parce que là, est-ce que ça va pas trop loin, Diego Blair? Je vais vous laisser argumenter. J'aime bien tes passerelles. Oui, faut trouver le lien. On est passé de la reine à Johnny, en passant par la corrida. Ça a fini avec Francis Cabrel dans sa dernière chanson et son clip. Pour la finalité, c'est la mort, mais après, je vois pas trop. Non, j'ai pas suivi, mais je comprends l'idée. Bon, moi j'aime bien l'histoire, mais c'est l'histoire au sens historique classique. Après, c'est vrai qu'il y a évidemment un côté désuet. Il y a des choses un peu étonnantes. C'est vrai que là, en plus, l'Angleterre est particulièrement touchée par la crise, donc j'entends que... Alors après, je pense que ça rapporte beaucoup aussi d'argent. Bon, c'est jamais très clair, mais je crois que ça rapporte énormément d'argent aussi, la couronne britannique, en termes d'attractivité. Là, je crois qu'ils financent les funérailles, j'ai entendu 40 millions d'euros. Mais après, il y a tellement de gens qui sont... C'était dingue, hein, les queues, c'est fou. Donc je pense qu'ils ont fait le plein quand même dans les pubs. Bah non, c'est fermé, je suis bête. Pardon. Ils ont fermé ? Je crois que tout est fermé, c'est 10 jours de deuil. J'ai rien dit. Excusez-moi, c'est une erreur. Aujourd'hui, oui. Je pense que c'est que les hôtels qui sont ouverts. Ah, ça doit être sympa pour les touristes en ce moment. On leur posera la question s'ils nous écoutent. Mais non, je voudrais pas dire trop de bêtises. Mais je pense qu'en termes économiques, c'est plutôt OK. Après, ce qui est très étonnant, c'est que j'avais vu un papier, mais ça fait un moment, je vais pas dire de dinnerie parce que j'ai pas recreusé, mais qui disait que 15 ou 20% du territoire britannique appartenait à la haute aristocratie. C'était considérable. J'étais tombé de ma chaise. C'est vraiment absolument... En fait, c'est la féodalité encore. Hein, faut pas... Mais c'était des territoires immenses qui appartenaient... Déjà, tu peux pas acheter beaucoup au UK. Tu as toute une partie, tu n'achètes que pour 99 ans. Parce que ça appartient à des grands propriétaires terriens. Oui, c'est vrai. C'est des espèces de beaux amphithéotiques. Mot qu'on tripe sur le stop. C'est clair. et qu'on peut... mais je ne vais pas dire de bêtises, mais peut-être que quelqu'un nous donnera les statistiques, mais c'est 15 ou 20% du territoire qui appartient à quelques familles. C'est quand même fou quand tu réfléchis. Il y a un côté décalé. Après, c'est charmant, c'est mignon, et on aime beaucoup les petites guerres entre Meghan et puis Kate, hein, parce qu'on suit assidûment. Mais après, voilà. Disons je trouve qu'on change de siècle, quoi. Il y a quand même... l'Angleterre change aussi. Plein de choses qui se passent actuellement. Je ne sais pas s'ils l'aboliront à un moment, là, cette monarchie-là. Je pense que c'est très compliqué de dire on met fin à ça. Et là, c'est tendu apparemment avec Scotland. Enfin, l'Écosse, c'est pas évident. L'Irlande, c'est tendu. Par contre, très tendu en Irlande. Donc, ils sont pas forcément fans parce que tu as Brexit. Je suis dans l'Europe, je suis pas dans l'Europe. High five. Donc, ça a l'air d'être un peu tense sur ça. Oui, puis ça fait un peu je t'aime moi non plus. Et d'un côté, ça rapporte de l'argent, à pas se mentir. Oui. Puis de l'autre côté, quand ça rapporte pas, on préfère le dire clairement. Et là, notamment, le coût exorbitant des funérailles, c'est bien évidemment répété. Après, il y a aussi le contexte économique qui fait je pense que ça tombe pas très bien prévu. Mais du coup, après le retransfert en France, non, je suis pas très fan, moi. Mais c'est pas prévu tout de suite en tout cas. Ou alors il y a un truc qui nous échappe, hein. Peut-être que vous avez... Louis XIV nous manque un petit peu. C'est ça. Non, mais le côté monarchique, moi, me serait Louis déplaît X, un petit peu. Je crois, qui serait normalement là maintenant. Ce serait Louis X. Quoi ? Parce que c'est les descendants. T'en as toujours des descendants de la branche des Bourbons qui sont toujours là. D'ailleurs, ils sont là. Ils nous écoutent. Ils vont pas être très contents du coup. Je crois que c'est la dernière petite question. Oui, je crois que c'est la dernière question. Et on a respecté le timing là. Je crois normalement. Ah pardon, désolé. Il y a 3 mots. C'est un grand papier. Je pense qu'on va parler un petit peu du scandale. Je vais laisser Claire nous en dire un peu plus. Du scandale de Mbappé, dont elle voulait absolument parler. Alors, je voulais pas absolument en parler. On était gênés. Grande fan, pas du tout. Oui, mais c'est le fameux scandale, je crois que c'était la semaine passée. Ouais, c'est ça, il y a 15 jours, un truc comme ça. Où ce monsieur et son entraîneur étaient à une conférence de presse pour resituer un petit peu le gros clash, et on leur a demandé pourquoi ils faisaient pas un Paris-Nantes, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Ouais, exactement, en train, ouais. Et ils ont répondu, il a répondu, en tout cas l'entraîneur, pourquoi pas en char à voile. Et je pense que ça a fait un tollé, alors surtout parce qu'Mbappé s'est marré comme une truite. Oui, et une truite, c'est un riff. Une truite, ça se marre. Le fameux rire de la truite. Très culturel, dis donc, aujourd'hui. Oui. Ouh là là. J'espère qu'on ne perd pas nos followers, parce que la barre est un peu élevée. Aussi, bref. Et donc, du coup, effectivement, je pense que c'est surtout ça qui a beaucoup fait couler d'encre. Ça et le côté très peu écologique de l'avion à tout prix, même si d'un point de vue organisationnel, je suis pas sûre que ce soit hyper confort. Est-ce que tu peux mettre Mbappé dans un train sans qu'il se fasse assaillir de toutes parts par des fans en folie? Probablement qu'il faudrait le prévoir quand même, parce que c'est vrai que pour des vols aussi petits, ça fait un peu peine à voir de se dire qu'on est obligé de prendre un avion et de cramer tout ce kérosène pour... oui, puis là, en plus, ils ont réitéré cette semaine avec la grosse pub
Qatar. Ils ont fait un post qui a été supprimé assez rapidement. J'ai ont réitéré encore en se prenant en vidéo, je crois, dans l'avion, en disant grosse pub sur Qatar Airways. Voilà. J'ai hâte en tout cas de rencontrer le service com du PSG. Moi je te rassure, ils font une jolie histoire. Ils vont faire ils vont parler du quiet quitting. C'est quoi le rapport? Ils font que leurs horaires. Non, mais en plus oui, avec le Qatar, c'est vrai que ça fait encore une polémique supplémentaire parce qu'il y a pas mal de gens. C'était un sujet d'ailleurs qui boycottent la Coupe du Monde. La Coupe du Monde. Bon, de toute façon, je la regarde pas. Moi non plus. Je pense pas que. Donc je boycotte, c'est mon acte citoyen. C'est la mauvaise foi des gens. Moi, je boycotte. Sinon, j'aurais boycotté aussi. Sinon, globalement, je ne regarde pas le foot. Attends, je sais même pas quand. Non, après, moi, c'est ce qui est un peu dérangeant, c'est pas tant. Enfin, il y a leur position bien sûr, mais la viralité de Twitter, parce que c'est beaucoup sur Twitter que ça démarre, est toujours un peu déstabilisante parce que je trouve que tout de suite on monte parfois en épingle des sujets. J'ai toujours un regard où je me dis jusqu'où ça peut aller quand même. Ça me fait toujours penser un peu à Black Mirror quand même. Il y a un côté qui me dérange parce qu'il est jeune, il est quelqu'un d'intelligent, c'est pas ça, mais il a 23 ans, peut-être qu'il a fait ça sous une blague, peut-être sans forcément percuter. C'était pas bien amené. L'entraîneur, c'est différent, mais c'était peut-être pas bien amené. Et le fait qu'il y ait cette viralité très forte est toujours je trouve un peu déstabilisante et ça devient on en fait s'il n'avait pas pris l'avion, c'est bon, l'empreinte carbone serait neutre, à cause de lui maintenant il faut tout rechanger. Non, c'est évidemment que c'est pas que ça. Donc il y a un côté un peu on monte vraiment, on épingle des sujets et en fait on arrive à une situation où en fait ils vont dire la prochaine fois vous savez quoi, on va leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre. Oui bien sûr on va prendre le train, voilà. Et c'est ça qui me gêne, c'est que d'un côté, ils ont été authentiques. Il a dit, non, je vais pas prendre le char à voile. Bon, déjà, ce qu'on prépare Nantes, c'est pas possible sur le périph'. Ouais. Mais quelque part, il a répondu à un truc qui était authentique et j'apprécie le fait qu'il soit franc. Et en même temps, lui dit, du coup, tu as été franc, mais ça va pas. Et je me dis à sa place, non, oui, vous avez raison, je vais prendre le train la prochaine fois. Après, je pense que ça fait des tollés médiatiques comme celui-ci. Mais d'un côté, ça permet aux gens de prendre conscience quand même qu'il y a une urgence écologique. Et en fait, des fois, j'ai envie de me dire, peu importe la façon dont on le médiatise. Tu vois, dans le sens où on en entend énormément parler de l'écologie, et je me dis peut-être que ça finira, tu sais, comme une litanie que tu répètes encore et encore, à rentrer dans la tronche des gens qui vont se dire ok, ça devient quand même un sujet important. Je pense que ça devient un sujet important. Mais regarde la consommation. Moi, je suis pas sûr. J'ai pas regardé par curiosité le trafic d'avions. J'aurais voulu une petite souris pour savoir qui a pris l'avion récemment. Je suis pas sûr. Non, on n'aura pas de nom. Mais je suis pas sûr que ça soit qui a failli mais qui a fait un pneu qui est reparti. Qui adore l'aéroport. Ah oui, moi j'adore l'aéroport. Je prends pas l'avion. Mais j'aurais bien voulu savoir si derrière il y a beaucoup moins d'avions là, par exemple cette année ou l'année dernière. Bon, en 2020, Julien, il n'y en avait pas, mais cette année, est-ce qu'il y avait beaucoup moins d'avions que les années précédentes? J'en suis pas si sûr. Non, parce qu'en plus, il y a Covid fever. Mais tu vois, c'est quand même problématique. Tout comme je parlais des petites jeunes filles, parce que qui étaient sur TikTok, qui achètent des vêtements par quantité de masse et qui demandent à une communauté. Mais quand j'ai des masses, il faut se rendre compte, c'est pas 10 fringues, c'est des monceaux de fringues où elles disent, vous mettez là comme ça, tu les vois, return, ou c'est là la nouvelle génération. Et c'est acheté en masse. Et encore une fois, c'est pas les septuagénaires qui achètent ces genres de marques. Je pense que donc c'est dérangeant de il y a vraiment des gens qui sont hyper dans l'inquiétude, limite, tu vois, des jeunes qui se disent c'est quand même notre planète, on est en train de la foutre en l'air. Et t'as l'extrême inverse du consumérisme. Oui, c'est ça. À outrance. Exactement. Et c'est assez déstabilisant parce que il y a vraiment, maintenant, c'est très très clivant et il y a l'un ou l'autre, quoi. Oui, on va te mettre après une politique écologique sur des choses très ridicules comme nettoyer sa boîte mail le vendredi soir pour limiter la planète. Il paraît que les mails, le stockage, c'est ce qu'il y a de pire. Non, mais ça consomme énormément. Les data centers, ça consomme énormément. Mais vas-y à toi de supprimer le téléphone. Alors après, moi, c'est vrai qu'honnêtement, ça reste une source de pollution versus quand même, si on reste sur le monde de l'aérien, je pense que voilà. Il disait, alors le plus, je crois que c'est... Pareil, honnêtement, si tu me disais, et c'est vrai que c'est problématique, qu'est-ce qui pollue le plus ? C'est vrai que là, je serais sec. C'est vrai que c'est quand même problématique. Je suis pas capable de te dire. C'est l'industrie, c'est je dis une bêtise. C'est le textile, c'est l'industrie, et puis c'est la pétrochimie. J'ai n'importe quoi. J'en sais rien. Je suis pas capable de te dire si c'est la data. Bon, je me dis en termes de. C'est une combinaison un peu tout.
je pense. Ah bah oui, bon bah ça j'aurais pu les répondre. Hein. Vous sentez un peu la RH? Oui, je crois que c'est un peu tout. Je crois qu'on est tous un peu concernés. Oui, merci Claire. Mais je pense quand même qu'il y a une hiérarchie. Peut-être un peu foufou. Je pense qu'il y a quand même une hiérarchie où on peut imaginer que on est très ambitieux ce soir. Mais voilà, c'est plus de se dire, mais comment on arrive un peu, parce que je suis d'accord avec toi, il y a des sujets où est-ce que foncièrement, si demain je prends plus ma voiture pour faire 10 km et je prends que ma trottinette, est-ce que ça change vraiment la face du monde? J'en sais rien, j'ai pas de voiture, mais peut-être que si on me dit, honnêtement, même si tu le faisais, pour de vrai, je crois que la France, c'est 1% de la pollution mondiale, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est ça. Et dans les 1%, je n'arrive pas à savoir comment ça se découpe. Et on a fait du tri sélectif, je pense que tout le monde, comme si beaucoup mis, même si à Paris, on va le dire, je sais pas vous. On est nul. C'est nullissime à Paris, c'est une honte. Arrondissement, c'est une honteux. Ouais, ça, c'est quand même inadmissible. On a 2 pauvres. J'envoie un message à mon syndic. On a 2 pauvres poubelles. On ne peut pas faire le tri. C'est absolument. Et dès que j'ai des gens qui viennent de province qui me disent chez nous ils sont comme ça, ils sont comme ça, chez vous ils en ont rien à secouer. Ça, c'est vrai qu'il y a des pays qui sont tellement. Et après la main sur le cœur, on va te faire des grands trucs sur l'hôtel de ville. Et tu vois, c'est ça qui me dérange parce que le tri sélectif c'est quand même pas grand chose. Faire attention à l'eau, c'est quand même pas très compliqué. Effectivement, tu fais pas 3 plombes quand tu te laves les dents. Ça, c'est des petits gestes où tu peux faire gaffe et chacun se dit oui, l'eau, c'est pas des quantités. Tu as des prises de conscience. Mais tant qu'il y a des entreprises qui utiliseront l'eau pour, je sais pas, on en a besoin pour tellement de choses, même le papier, etc. Ou tant que tu as des boîtes qui pollueront 6 fois plus que toi en tant qu'individu, c'est vrai que ça sera pas. À vous, Pierre. C'était le mot de la fin. C'était un petit peu nul comme mot de la fin de ma part, mais on est sur une non, on va rester comme ça. Vas-y, termine. Oui, du coup, merci de nous avoir écoutés. Ça nous a fait plaisir de tester ce format-là. On reviendra pour un prochain podcast avec un format avec des invités. Oui. Et on fera ce format-là tous les 3 parce qu'on aime bien aussi parler de l'actu. On a plein de choses à dire. Hein, exactement. On est très pointus sur les sujets. Oui, vous l'avez repéré. Gros niveau. Peut-être que la prochaine fois, on reviendra sur c'est quoi ta série préférée? Parce qu'il y en a pas mal qui sont sorties, notamment celle du Seigneur des Anneaux. Oui, donc, on pourra réitérer ce sujet au prochain podcast. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Vous êtes de plus en plus nombreux sur nos pages et notamment sur LinkedIn. Et on apprécie beaucoup. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires si vous avez des sujets, des thématiques que vous voudriez voir traitées ou si tout simplement vous avez envie d'être invité dans notre prochain podcast. Exactement. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.